Matrix, ça restera toujours probablement une espèce d'ovni. C'est à la fois un jalon incontournable de la culture populaire de la fin des années 90, début 2000, mais aussi une trilogie cryptique avec un sous-texte plus ou moins philosophique dont on sent qu'il essaie de nous dire quelque chose. Vous avez déjà eu ce genre de sensation qu'une œuvre essaie désespérément de vous dire un truc, mais il n'y a rien à faire, c'est pas clair quoi. Moi, c'est ce que Matrix m'a fait, particulièrement Matrix 2 et 3. Mais je suis pas le seul, hein. Il y a vraiment un paquet de monde qui s'est demandé ce qui se passait dans cette trilogie. En général, soit d'un côté pour prendre de haut un blockbuster qui se permet, de prétendre aborder des thématiques un peu profondes, voire des thèmes plus ou moins précis de philosophie, soit de l'autre pour se moquer d'un film qui vous fait parfois sentir un peu limité sur les bords si vous n'avez pas les refs. Le premier type de réaction vient d'intellectuels plus ou moins établis comme Baudrillard, philosophe français spécialiste de la philosophie des réalités virtuelles, dont on voit apparaître un ouvrage au début du premier film qui a inspiré cette ligne de Morpheus. Welcome to the desert of the real. Et qui n'a cessé de se distancier d'un film qui, selon lui, n'a absolument pas compris ce dont son œuvre traitait. Alors attention, on mélange pas les torchons et les serviettes, manquerait plus que ça. Le deuxième type de réaction vient par exemple de ce sketch de 2003, qui parodie allègrement une conversation un peu verbeuse, et on va pas se le cacher, un peu pompeuse parfois. The MTV Movie Awards are a systemic anomaly inherent to the programming of the Matrix. Although the transport process has altered your consciousness, you irrevocably remain human. Entre Neo, le héros de l'histoire, et l'architecte, le créateur de la fameuse matrice, dans laquelle tous les êtres humains ou presque sont enfermés et exploités par les machines. Conversation où l'architecte nous gratifie d'un vocabulaire un peu suranné, qui a tendance à perdre sans doute une partie du public. Ergo, concordantly, vis-a-vis, you know what? I have no idea what the hell I'm saying. I just thought it would make me sound cool. Alors, je sais déjà ce que certains me diront, vu que ça fait un moment que les Wachowski ont annoncé leur changement de genre. Maintenant, c'est plus ou moins plié, c'est une métaphore sur l'identité de genre, et roule ma poule. Genre le fait de dire maintenant, en fait, Matrix c'est un film sur la transidentité, hop, Ouais. boum. Ouais. Alors non. De ouf. Oui et non en fait. Genre Ouais. c'est oui. Et même elles disent que c'était pas forcément une volonté, mais que ça les travaillait, que c'était des thèmes qui les travaillaient, etc. Mais ça ne résume pas Matrix. Maintenant les gens ils sont en mode c'est bon, j'ai ma clé de compréhension de Matrix, un film sur la transidentité. Ouais. Merci, au revoir. Mais on va partir simplement du principe que les personnes trans sont des personnes un peu comme les autres, qui n'ont pas forcément pour unique ambition de parler seulement de leurs conditions trans. Bon, on va pas se mentir, Matrix 2 et 3 sont pas forcément parmi les meilleurs films d'action-aventure de tous les temps, et c'est plutôt le premier qui a marqué les esprits. Relive all the awesome moments you loved from the first film, the one sequence you liked from the second, and absolutely nothing from the third. Et pourtant, il y a des œuvres qui sont infiniment plus intéressantes à analyser, à discuter, à critiquer, qu'à simplement lire ou regarder. Je sais pas si ça vous est jamais arrivé d'en rencontrer des comme ça, où on apprend tellement de trucs à écouter en parler ceux qui ont les refs. Alors, à l'époque, j'ai cherché, j'ai fouillé un peu, j'ai lu quelques références, et je dois avouer que j'ai rencontré un paquet de choses vraiment passionnantes. Il y en a des blogs, des bouquins, des vidéos, des forums entiers, et j'en ai pas lu le 10e, avec de quoi cogiter pendant des jours et des jours. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, je tombe sur ce commentaire lapidaire sous la vidéo d'un pauvre streamer qui expliquait que Matrix était son film préféré. En fait, Matrix, je pense qu'il faut s'en tenir à ce que Lana Wachowski en fait dans le 4e opus, que j'ai détesté par ailleurs. Un gloubi-boulga d'interprétations possibles et contradictoires qui passe à côté d'un fait essentiel. Il s'agit d'abord d'une saga blockbuster qui avait pour but de marcher en tant que blockbuster. La philosophie et le symbolisme en ayant émergé étaient censés être des ornementations, des friandises en plus dans le divertissement visuel et cinématographique que nous offrait le premier film. Mais très vite, le 2e et le 3e film ont voulu trop en dire sur leur message, leur concept et leur réflexion. Et là, ça a perdu plein de gens, et c'est compréhensible. On peut pas mélanger une conférence ronflante de philo avec un cinéma hollywoodien qui part dans tous les sens. Faut faire des choix à un moment donné. On ne comprend pas comment un mouvement très à droite comme le mouvement Red Pill émerge si on voit pas que jamais les adversaires, les agents et Smith, sont politiquement clairs et nommés, et qu'ils ont d'abord une fonction narrative, celle des antagonistes, avant de symboliser quoi que ce soit. On pourrait tout à fait faire de Matrix une œuvre de droite, si on considère que le concept de l'élu,
comme c'est le cas dans les 3 livres sacrés, est un concept élitiste et aristocratique désignant un seul homme cis blanc hétéro comme l'unique libérateur de l'humanité possible, vu que les autres personnages de la saga sont clairement relégués au second plan. Neo est quand même avant tout un homme providentiel, donc dire Matrix c'est de gauche, c'est réversible dans l'autre sens, justement parce qu'un blockbuster peut être tourné dans tous les sens politiquement, dès lors qu'on a envie de lui faire dire ce qu'on veut. Bon alors déjà, passons sur le fait que si Will Smith n'avait pas retoqué la proposition d'incarner le rôle principal, on n'aurait pas un homme providentiel si blanc que ça. Mais bref. Les blockbusters américains doivent se plier aux contraintes des blockbusters américains. Ah, voilà un commentaire particulièrement avisé, cher ami internaute. Bon, Matrix, ce serait donc une coquille vide, dans laquelle on peut lire tout et n'importe quoi, une arnaque hollywoodienne de plus qui cherche juste à nous soutirer un peu de pognon avec des schémas éculés, voire même réactionnaires. Et de toute façon, est-ce que du divertissement, ça peut vraiment nous faire réfléchir ? D'abord, soyons sérieux 2 minutes, SVP, et un peu chiant au passage. Ben, écoutez, je suis sympa. Si votre kiff, c'est de prendre un peu de haut des œuvres de culture populaire quand vous dînez avec vos potes, parce qu'à vous, on vous la fait pas, je vais vous faire gagner un peu de temps et vous filer quelques cartouches. Est-ce que Matrix, ce serait pas une autre trilogie de voyage du héros, où un jeune homme un peu naïf et ignorant rencontre un guide, un maître, qui l'initie à des secrets, qui lui donne le pouvoir d'agir sur le monde autour de lui ? The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us, it penetrates us, it binds the galaxy together. L'embarque dans une aventure aidée en cela par la figure d'une jolie jeune femme mystérieuse. You're my only hope. Who is she? She's beautiful. Et arrache une victoire décisive à la fin du premier opus sur un ennemi dictatorial et totalitaire. Puis on le retrouve en héros de guerre qui a pris du galon au début du second opus, où il doit trouver une figure en apparence faiblarde mais qui connaît les secrets de la matrice, My name is Neo. Yes, I'm the Keymaker. avant de subir un revers épique à la fin du film, en se rendant compte qu'il n'est pas l'héritier d'un grand héros, le premier élu, mais juste un rouage de plus de la matrice, I am your father. et laisse son camp désemparé face à une menace encore plus sombre que dans le premier film. You are here because Zion is about to be destroyed. Bon, j'arrête là, je suis sympa, enfin, débrouillez-vous aussi un peu tout seul. Mais au-delà du petit plaisir snob de pouvoir prendre de haut un produit de la culture populaire, est-ce que les critiques de notre commentateur YouTube aguerri sont valables ? Est-ce que Matrix, c'est vraiment un gloubi-boulga indigeste de références plus ou moins bien maîtrisées, sans interprétation politique cohérente ? Est-ce que d'ailleurs il est fait pour ça, le film ? Le premier truc qui saute aux yeux quand on essaie de faire la liste des références en question, effectivement, c'est qu'il y en a un paquet. Il y en a littéralement dans tous les coins, et sur des sujets aussi variés que les mythes religieux, les théories philosophiques antiques ou modernes, aussi bien occidentales qu'orientales, la voie du guerrier, des expériences de pensée techno-philosophiques avec des cerveaux dans des cuves, des références littéraires, des mouvements d'émancipation politique. Et à première vue, effectivement, ça peut faire un peu beaucoup pour être honnête. Simplement, si on essaie d'aller un peu au-delà de la constatation de base, on peut commencer à essayer d'aborder la trilogie Matrix elle-même comme un mythe. Un mythe, c'est-à-dire une histoire qui mêle justement différentes références, différents schémas préexistants, qui permet d'incarner ces schémas qui lui préexistent, des schémas potentiellement divergents, dissonants, pour essayer de les articuler et de leur donner justement une cohérence. Tiens, commençons, je sais pas, avec un truc plutôt évident que même notre commentateur YouTube a vu, le fil conducteur religieux, voire messianique, en premier lieu la religion chrétienne. Difficile de contester un fil conducteur messianico-religieux dans les 3 films, qui se retrouvent jusque dans les noms de certains personnages. My name is Trinity. This is APOC? On peut même arguer que la base de la problématique du choix, qui est un des thèmes les plus évidents et centraux de la trilogie, se base sur une espèce de réinterprétation de la Genèse, la première partie de l'Ancien Testament. Dans la Bible sont présents 2 arbres particuliers dans le Jardin d'Éden. Un dont les fruits offrent la vie éternelle, au sein du Jardin d'Éden donc, assis à la droite de Dieu pour l'éternité, tout ça. Et l'autre dont les fruits offrent la connaissance du bien et du mal. À travers ce parallèle-là, la matrice c'est un Jardin d'Éden où tout est bien réglé, bien huilé, où on fournit aux hommes tout ce dont ils ont besoin pour survivre, mais au prix de l'obéissance absolue, ou quasi absolue. C'est pratiquement au début du film que Monsieur Anderson, qui se traduit littéralement par le Fils de l'homme, choisit de consommer le fruit de la connaissance,
pour être jeté sans ménagement dans un monde terrestre difficile et austère, fait de souffrance et de privation, moment à partir duquel l'histoire se transforme en une symbolique christique de la voie vers l'illumination ou le retour vers le paradis. Une voie retranscrite par exemple dans la littérature moyenâgeuse à travers la quête du Graal, un genre de combat contre la rationalité qui est représenté par le serpent, qui a lui-même entraîné l'homme sur la Terre pour y trouver sa propre voie, ou dans les romans en question, sa version sous stéroïde, le dragon. Avant de communier en s'unissant à la princesse, la métaphore un peu datée, mais vous voyez le truc quoi. Le chemin est même rejoué plusieurs fois à travers la trilogie, dans Reloaded et Révolution, et résonne tout au long du film jusqu'au combat final. Neo cherche littéralement à retourner à la source. Il doit pour ça sauver le maître des clés, protégé par le Mérovingien. Le Mérovingien, c'est la lignée des rois qui, dans la légende, descendent directement du Christ et qui incarne donc le Saint Graal, c'est-à-dire le sang de Jésus lui-même, transmis de génération en génération. Retour vers la source, qui lui permet de rencontrer une figure particulièrement divine sous les traits de l'architecte, le créateur de la matrice, qui, semblable au Dieu de la Genèse, lui offre encore un choix. Celui de se soumettre à la fonction qui lui a été assignée, régner à la droite de Dieu dans les cieux, ou alors ici permettre de rendre la matrice encore plus parfaite dans son pouvoir de soumission et de contrôle, ou de désobéir et de faire un choix en apparence complètement irrationnel, vu l'enjeu décrit par l'architecte lui-même. The door to your left leads back to the Matrix, to her and to the end of your species. On peut même pousser le parallèle plus loin. Lorsque Neo, après s'être approché de la source en rencontrant l'architecte, la touche littéralement du doigt en arrivant à se connecter aux machines et à les détruire, il sombre dans le coma, une symbolique de mort temporaire, il y en a beaucoup dans le film, un peu comme le Christ après la crucifixion, qui meurt et erre quelques jours dans... c'est pas très clair en fait, il n'y a pas forcément de consensus théologique. Peut-être dans les limbes, peut-être en enfer. Et bizarrement, Neo se retrouve dans une station de métro nommée Mobile Avenue. Un mobile dont l'anagramme est limbo, en anglais les limbes. Un endroit entre les mondes, de passage, où on reste coincé un certain temps avant de pouvoir accéder au paradis. Alors que l'autre personnage qui incarne, si on veut, la divinité du Christ, Trinity, traverse le club Hell, littéralement l'enfer. We only want to talk. Oh, yes. I'm sure you do. You have fought through hell to do so. Pour se confronter au diable, ou si vous voulez Hadès, celui qui retient à ses côtés Perséphone dans la mythologie grecque. Et refuser sa proposition, comme Jésus l'a fait lorsqu'il errait dans le désert et qu'il fut tenté par le diable, histoire classique de la mythologie chrétienne. Et déjà là, le film commence à articuler les mythes religieux entre eux. Bon, le film continue, le héros finit par se sacrifier pour sauver le reste de l'humanité en mourant en forme totalement christique, comme personne n'aura manqué de le remarquer. Mais le film n'est pas une allégorie rigoureuse de la Genèse ou du messianisme chrétien. Il n'aborde pas particulièrement les thèmes du péché, du pardon, de la rédemption. Il favorise plutôt une lecture gnostique de la religion chrétienne, une recherche de connaissances qui mène à l'éveil au monde extérieur, une recherche de divinité, une part de divin, à l'intérieur même de l'être humain. Une philosophie religieuse qui représente le créateur de l'univers comme un être cruel, sans compassion, un pur maître des horloges qui s'identifie particulièrement bien à l'architecte de la matrice. C'est un peu par ce biais-là que le film peut mêler aussi des références bouddhistes, dont le but est également l'éveil du pratiquant, une espèce d'illumination qui dépasse aussi bien les affects, les émotions, que le rationnel pur, incarné par la plupart des machines. Un état d'esprit qui se ressent particulièrement dans le jeu de l'acteur, plutôt stoïque, voire presque hébété la plupart du temps. Le film mêle d'ailleurs aussi volontairement aux symboles chrétiens et bouddhistes des symboles par exemple hindous. Neo, qui se trouve être dans la matrice la 6e occurrence de l'élu. I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the 6th version. 5 ones before me. There are only 2 possible explanations. There were 5 ones before me. Pourrait être dans une vision un peu réincarnationniste de la figure de l'élu, associée à la 6e incarnation de Vishnu, Parashurama, l'avatar guerrier de Vishnu. Il rencontre dans la station des limbes Ramacandra. I am Ramacandra. Le 7e avatar de Vishnu, qui représente l'homme idéal, le symbole de la rectitude. Entre eux se tient la fille de Ramacandra, Sati, qui signifie l'auto-immolation, ou en gros le sacrifice volontaire, qui annonce dès le début du film le destin du héros,
passer d'une espèce de guerrier surpuissant à un destin christique sacrificiel. Mais tout ça, c'est déjà réinterpréter tous ces mythes pour les aligner. En extirper une synthèse plus ou moins commune sur ce qu'est la spiritualité, sans forcément chercher à les respecter à la lettre, les faire parler entre eux, quoi, en quelque sorte. C'est peut-être plutôt ça que nous propose Matrix. D'ailleurs, dans cet éventail de symboliques religieuses et mythologiques, l'une des plus pertinentes, c'est probablement celle qui s'appuie sur des philosophies, on va dire orientales, qui s'incarnent parfois culturellement dans le combat. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Matrix n'a pas seulement cherché à agrémenter de quelques symboles religieux ou philosophiques des scènes de remplissage entre des combats qui ne valent que pour le spectacle hollywoodien. Non. Le film prend vraiment au sérieux cet aspect-là. Et ça, j'ai l'impression que pas mal de contempteurs du film sont passés un peu à côté, à commencer par notre acerbe commentateur du début. C'est par le combat que Neo apprend, qu'il progresse et qu'il s'éveille, dans cette lecture un peu spirituelle de la trilogie. Là où tout le monde lui dit ce qu'il doit, ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas faire, il reste plutôt placide, et lui c'est dans l'action qu'il résout ses dilemmes. Les exploits qu'il réussit à accomplir, c'est pas en comprenant intellectuellement quoi que ce soit qu'il arrive à les réaliser. En fait, dès le début, il connaît directement tous les arts martiaux. Il n'a plus rien à apprendre de ce point de vue-là. Lors de sa formation initiale, il pense pouvoir apprendre à sauter comme Morpheus d'un immeuble à l'autre parce qu'il se convainc que tout ça n'est pas réel. No problem. Free my mind. Free my mind. No problem, right? Mais ça fonctionne pas. Tout simplement parce que dans cette voie-là, c'est pas la volonté pure ou l'esprit qui permet d'arriver à son but, en contrôlant le corps comme on contrôle une marionnette ou son avatar digital dans une réalité virtuelle comme la Matrice. C'est une voie qui va au-delà d'une espèce de dualisme esprit-corps, en cherchant à lâcher prise pour laisser le corps guider l'esprit, et les deux ensemble arriver à faire ce qui à un esprit rationnel semblait impossible. How did you do that? Do what? You moved like they do. I've never seen anyone move that fast. Son cheminement, c'est pas celui du héros classique, qui plie le monde à sa volonté, qui cherche à s'approprier ceci ou cela, qui devient le roi de Truxmuls ou qui domine le méchant. D'ailleurs, c'est jamais vraiment lui qui choisit les choses importantes de son parcours. Le fait de devenir l'élu, c'est pas directement de son fait. Et ce cheminement, il s'exprime par la voie qui l'amène à ce qu'on pourrait appeler l'illumination. Une voie qui passe par plus qu'une simple réalisation intellectuelle, mais plutôt par un oubli de soi et par les réalisations de son propre corps. Des choses qu'on peut retrouver facilement dans des paraboles taoïstes, par exemple, ou encore chez le philosophe Spinoza, qui disait « on ne sait pas ce que peut réaliser un corps ». Alors oui, j'avoue, c'est sûrement un peu difficile à appréhender, peut-être, pour ceux et celles qui n'ont jamais expérimenté quelque chose de ce genre dans leur propre corps. Le fait d'obtenir un résultat meilleur sans avoir à changer quelque chose, ou introduire quelque chose de nouveau, mais simplement en faisant moins. Et ça peut sembler des chinoiseries un peu cryptiques et superficielles. Voire quelque chose de littéralement incroyable, j'admets. Mais pour ceux qui savent de quoi on parle, c'est extrêmement concret. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, je vous encourage à aller lire Matrix Machine philosophique, dont sont inspirés plusieurs passages de cette vidéo, et qui consacre un chapitre entier à la voie du guerrier. Mais bon, ok. Là où les allégories religieuses peuvent prêter, concédons, à des interprétations plus ou moins conservatrices, voire réactionnaires, il y a des aspects, mais c'est difficile de ne pas voir que Matrix va clairement dans un sens qui dépasse des conceptions et des peurs conservatrices classiques. Je sais pas, en premier lieu, la relation entre les humains et les machines. Là où des thématiques de rébellion des machines ont souvent été traitées comme de simples guerres entre les deux groupes, qui mènent de manière indéfectible à la victoire des êtres humains qui retrouvent leur souveraineté sur les machines, en les détruisant ou en les soumettant à nouveau, Matrix va carrément bien plus loin. Dans Matrix, les machines et les humains sont profondément et irrémédiablement interdépendants à un niveau extrêmement profond. Du côté des machines, si on fait un tantinet attention, c'est plié assez vite au début du premier volet, lors du monologue de Morpheus, qui explique comment l'humanité en est arrivée là. The human body generates more bioelectricity than a 120-volt battery and over 25,000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion, the machines had found all the energy they would ever need. Lorsqu'on possède une certaine forme de fusion nucléaire, alors pardon, je veux pas faire mon physicien de formation, mais les énergies libérées sont tellement colossales
qu'on a littéralement besoin d'aucune pile qui fonctionnerait aux réactions biochimiques. Dans un film où rien ne semble laissé au hasard, c'est déjà révélateur de ce qu'avouera l'architecte plus tard à Neo. Which, coupled with the extermination of Zion, will ultimately result in the extinction of the entire human race. You won't let it happen. You can't. You need human beings to survive. There are levels of survival we are prepared to accept. Les machines peuvent se passer des humains. Mais de quel niveau de survie parle exactement l'architecte ? Si c'est l'énergie fournie par les humains qui est si cruciale, pourquoi ne pas utiliser, je sais pas, des vaches ou des poules ? Ce serait quand même vachement plus simple, cher ami monochromatique. Non ? Probablement parce que les machines, sans les humains, ne savent pas se donner de but nouveau. Elles ne savent pas exister pour elles-mêmes. La scène miroir dans le monde des humains, c'est celle avec le conseiller Haman, qui croise Neo la nuit et lui demande quelle est la différence entre les machines utilisées par les humains et les humains utilisés par des machines. It does make one wonder just what is control? If we wanted, we could shut these machines down. Of course. That's it. You hit it. That's control, isn't it? La réponse de Neo est un peu navrante de naïveté. En gros, on peut les débrancher, ou d'une certaine manière les contrôler, mais par la négative en fait, les détruire d'une certaine façon. Or, sans ces machines-là, les humains, ils ne feraient pas long feu. La conclusion de la discussion est éclairante en elle-même. So we need machines and they need us. Is that your point, counselor? No. No point. Neo cherche en vain un sens, une réponse précise en termes de contrôle et de fonction. Une sorte de compromis, quoi. On a besoin d'elles, elles ont besoin de nous, on joue chacun une fonction pour l'autre, ok. Or ça, en fait, c'est ce qui obsède les machines. La fonction, le contrôle. Les humains ont créé les machines et l'intelligence artificielle, donc des êtres intelligents, conscients. En un sens, ce sont les dieux des machines. Man made the machine in his own likeness. Mais en voyant eux-mêmes les machines comme définies purement par leurs fonctions assignées, ils les ont enfermées dans une vision infernale où elles sont réduites à ça. Et c'est très ironiquement ce qui conduit les humains directement à leur perte. Dans la série Animatrix, on apprend que les machines, ayant marre d'être considérées comme des objets que les êtres humains pouvaient choisir de détruire à leur guise, ont décidé de créer leur propre nation. Elles ont alors fait ce qu'elles savaient faire le mieux, accomplir leur fonction de production en suivant les règles du marché concurrentiel qui régit les rapports de production de notre société, et elles ont excellé au point de rendre les hommes non concurrentiels, un synonyme de condamnation à la mort sociale un peu. Elles ont osé piquer aux humains leur fonction de production, crime suprême. C'est alors que les hommes ont décidé de se lancer dans une guerre contre leur propre création, les machines, qui n'ont jamais eu les moyens de gagner. Que ce soit pour produire ou pour massacrer, on ne peut pas concourir avec les machines. Rest assured, this will be the 6th time we have destroyed it, and we have become exceedingly efficient at it. Mais là où Morpheus nous propose une résolution à la Terminator, où les humains détruisent les machines les plus rebelles et récupèrent le contrôle, Matrix nous offre une autre perspective, celle où les humains se réconcilient plus ou moins avec leur création, en dépassant le simple concept de fonction prédéterminée. Et ce, dans les deux camps. Ça, on peut le voir en dressant le parallèle entre le héros apparent, Neo, le champion du monde des humains, enfin pas de tous les humains, et celui dont on nous rappelle tout au long de la trilogie qu'il est son double, l'agent Smith, en quelque sorte le champion des machines, même si il semble bien moins populaire auprès de ses semblables. C'est même probablement lui le pire ennemi de la matrice en fait. C'est particulièrement flagrant dans Reloaded et Révolution, où après avoir été en apparence détruit par Neo à la fin du premier film, il ressuscite, comme Neo donc, ou revient à la conscience tout du moins, mais cette fois-ci, il ne peut plus obéir à sa fonction originelle. I understood what I was supposed to do, but I didn't. Il a été détruit, mais pas de la bonne manière. Et cette dissonance-là le transforme en équivalent machine de Neo. Il se refuse à simplement suivre une fonction mécanique de contrôle. Il est devenu libre, mais la liberté formelle, la liberté d'être juste débranché, spoiler alert, en fait ça suffit pas. We're not here because we're free. C'est le moment où, comme Neo, lui apparaît la possibilité de croître, de devenir plus que ce qu'il est, que sa fonction, plus que ce qu'on attend simplement de lui, de trouver une autre raison d'agir que celle de suivre sa fonction première.
Et c'est un peu là que cette interaction entre les hommes et les machines s'articule avec les thématiques spirituelles. La différence avec Neo, c'est que Smith n'arrive pas à aller au-delà du concept de sa propre fonction réelle ou imaginée. Il se cherche un but, mais il n'a pas les moyens d'y arriver. D'ailleurs, c'est peut-être pas anodin qu'en anglais, but et fonction, ça se dit de la même manière. Purpose. Because as we both know, without purpose, we would not exist. It is purpose that created us. Purpose that connects us. Purpose that pulls us, that guides us, that drives us. It is purpose that defines. On pourrait dire que Smith, c'est un programme sans finalité, là où Neo est une finalité sans programme. Et si l'agent Smith comble une partie du pont entre les humains et les machines, c'est à la manière de sa description de l'humanité dans le premier film, celle d'un virus. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Il se multiplie, il croît, mais physiquement plutôt que spirituellement. C'est littéralement l'inverse de The One, l'élu, ou plutôt l'unique en traduction littérale. Il reste comme l'architecte, irrémédiablement hermétique au choix, jusqu'à la toute fin, où malgré son apparente toute-puissance et omniprésence dans la matrice, il est en fureur devant un choix apparemment irrationnel de Neo. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Because I choose to. Il est tellement incapable de comprendre l'altérité que sa seule issue, plutôt que de se sacrifier pour le reste de ses semblables, comme Neo, puisqu'il dit lui-même que le but de toute vie c'est de finir, It was your life that taught me the purpose of all life. The purpose of life is to end. sa seule issue donc, c'est de transformer tout le monde littéralement en lui-même. Alors déjà, on pourrait faire une vidéo entière sur ce que ça peut représenter politiquement, puisque représente socialement les agents de la matrice. Mais bon, soyons pas trop gourmands, hein, une vidéo à la fois. Pour autant, c'est la seule machine qui peut hacker un être humain dans le monde hors matrice, de la même manière que Neo peut hacker et détruire les machines dans le monde réel. Si les autres agents avaient pu le faire, ça fait longtemps qu'ils auraient obtenu les codes d'accès de Zion. Smith a littéralement fait un pas en avant sur le chemin de la compatibilité entre humains et machines. Mais il n'est pas le seul non plus parmi les programmes à commencer à aller au-delà de ses propres fonctions. Le mérovingien, déjà, se cache à l'intérieur de la matrice et cherche à échapper aux diktats de la fonction en s'accrochant, lui, au fonctionnement, au déterminisme. It is the only real truth. Causality. Action, reaction. Et c'est probablement pas un hasard si le troisième film finit sur le personnage de Sati, un programme créatif, sans fonction suffisante pour lui permettre d'éviter la destruction dans le monde des machines. Every program that is created must have a purpose. If it does not, it is deleted. Un programme qui se réveille, elle aussi, qui choisit de créer un lever de soleil dans la matrice, pas parce qu'il est 6h32 du matin et que c'est l'heure, mais parce qu'elle a choisi de le faire, par pur don, pour le plaisir de partager. Et la victoire de Neo, c'est de permettre à ces programmes et aux êtres humains qui veulent sortir de la matrice de pouvoir tout simplement exister et d'aller au-delà de l'enfer d'un monde où chacun est réduit à sa fonction, assigné par un système qui ne produit que contrôle et aliénation, et de pouvoir développer toutes les conséquences de leur mécanisme à des places autres que celles qui leur ont été assignées. Et tout ça sans avoir à éliminer les machines dans une espèce de délire un peu réactionnaire de retour à un âge fantasmé de liberté dans lequel les hommes n'auraient pas été aliénés par la technique ou je sais pas quoi, mais avec les machines, en laissant libre cours à la réalisation des humains grâce aux machines, dans la création et la subversion de nouvelles fonctions, de nouvelles réalisations, de nouveaux parcours. Moi, pardon, mais se libérer de l'aliénation d'être réduit à une fonction de production prédéterminée ou de contrôle, ça me semble pas particulièrement neutre en termes de projet politique. Et on en arrive finalement à la lecture de Matrix qui a le plus marqué les esprits, celle qui a trait à la manière dont on décode et interprète la réalité autour de nous. C'est un des aspects les plus intuitifs des films, parce que c'est un des aspects les plus visuels, mais c'est aussi là que ça se complique peut-être un peu. Matrix, c'est l'histoire de quelqu'un qui apprend à voir le monde autour de lui différemment, à en voir littéralement les structures, qui révèlent à lui-même et aux autres qu'on peut voir et comprendre la réalité autour de nous de manière différente, de manière qui nous font remettre en question ce que l'on prenait pour des vérités.
Comme tous les thèmes du film, il est articulé avec les autres grilles de lecture, particulièrement avec les lectures religieuses qui sont omniprésentes, d'où la référence dans la musique qui introduit le combat final entre Neo et l'agent Smith au voile mystique appelé Maya. Ce voile qui, dans la philosophie hindouiste et par capillarité bouddhiste aussi, représente le voile métaphorique qui déforme notre perception du monde, influencé par nos émotions, nos affects, nos préjugés. Simplement, là où ce thème du changement de perception a pu être maintes et maintes fois traité au cinéma ou dans les œuvres littéraires, il prend dans Matrix une ampleur particulière. Pour illustrer un peu la différence, faisons un petit détour par un autre film qui nous montre comment on utilise depuis longtemps des mécanismes similaires au cinéma. Predator, classique des années 80 avec Arnold Schwarzenegger. Le film nous présente une équipe de commandos sous les ordres du Major Dutch, appelés pour une mission de sauvetage dans la jungle sud-américaine. Cependant, quand ils trouvent le camp de guerrieros qui retiennent prisonniers les otages à délivrer, les commandos se livrent à une opération de sauvetage à la tronçonneuse plutôt qu'au scalpel. Bon, ils sont discrets, ils sont forts, ils sont surarmés. Bref, ils surclassent leurs ennemis à tel point qu'ils les massacrent à la douzaine sans subir une seule perte, les mecs. Simplement, ils ne sont pas seuls dans cette forêt, et les chasseurs deviennent bientôt les proies d'une créature furtive, sans pitié, qui les éliminera presque jusqu'au dernier, jusqu'à ce que le vaillant Major Dutch ne trouve son point faible, se prépare à la Roots dans une scène à la fois surclichée sous stéroïdes, mais devenue un classique à part entière, et n'expédie la créature ad patresse, mais pas avant que l'extraterrestre mauvais joueur ne se suicide en modalité nucléaire carrément. Alors certains ont interprété le film et le parcours de son héros comme une espèce de sublimation de la virilité. Ouais, vu la tronche du Major dans la dernière scène du film, j'ai envie de dire que si c'est ça, ça donne pas grave envie non plus, hein, on va pas se mentir. Et si on regarde d'un peu plus près les événements du film, on peut en tirer quelque chose d'un cran plus conséquent, peut-être. La première chose à observer en général, c'est où se trouvent les points de tension. Plutôt que d'en faire des incohérences du film dues à des scénaristes cocaïnomanes, signe d'une industrie dégénérée qui s'adresserait à des consommateurs idiots, idiocratie à la rêve, tout ça, on peut partir du principe qu'on fait confiance aux films, peut-être, et qu'elles sont là pour nous pointer quelque chose. En l'occurrence, ici, on a un groupe de commandos badass, probablement mercenaires, hein, puisqu'ils peuvent se permettre d'accepter ou de décliner des missions. How come you passed on Libya, huh? Oh, that wasn't my style. Mais qui, alors attention, hein, ne se lancent que dans des missions de sauvetage. Hein, c'est très clair et très important. Why'd you pass? We're a rescue team, not assassins. Des espèces de tueurs hyper virilistes en fait, mais qui se voient comme de gentils héros qui sauvent des vies. Et qui, une fois arrivés au camp des guerrieros sud-américains preneurs d'otages, les massacrent carrément au canon rotatif et aux lance-grenades, hein, pas moins. Eh ben, les mecs, pardon, hein, mais s'ils étaient pas tous morts avant votre intervention, ils auraient pas fait long feu de toute manière, les otages. C'est à partir de ce moment qu'on voit de plus en plus le monde par les yeux du Predator. Une espèce de version d'eux-mêmes, mais encore plus furtive, encore mieux armée, encore plus violente, bref, le guerrier viril ultime, une incarnation pure et parfaite de ce que sont en fait ces types, mais qui veulent pas se l'avouer. Et c'est peut-être pas un hasard si le premier à se faire trucider, c'est d'abord celui qui, après avoir massacré des gens à la pelle, est capable de faire des blagues d'une rare élégance sur la chatte à sa copine. The other day, I was going down to my girlfriend. I said to her, "Jeez, you got a big pussy. Jeez, you got a big pussy." She said, "Why did you say that twice?" And I said I didn't.
see, it's because of the echo. Et immédiatement derrière, le plus virilistement bas du front de la bande, celui dont le but, c'est d'avoir une bite de dinosaure. C'est pas moi qui le dis. This stuff will make you a goddamn sexual tyrannosaurus, just like me. Donc, ceux qui sont le moins capables de percevoir la tension, l'incohérence, bref, ceux qu'ils sont vraiment dans le fond. Ils le voient tellement pas que ça finit par les bouffer, par les tuer littéralement. Et c'est marrant parce que le Predator, lui, il ne voit pas les détails. Il voit pas les traits du visage. Il s'encombre pas des mille et une choses qui font que nos héros peuvent cacher leur sale besogne derrière le fait de sauver des vies, derrière la camaraderie, le courage ou autre chose. Lui, il perçoit la chaleur, donc il voit directement à l'intérieur des personnages. Et personne ne peut vraiment se cacher de son regard. Le seul qui, au final, ne finit pas massacré par le Predator, c'est celui qui finit par comprendre ce qu'il est, ce qu'il fait, qui il tue et pourquoi. Si le Predator représente ce qu'il est au fond, c'est le moment où il se rend compte qu'il est bien plus un assassin qui jouit de tuer des gens par brochette entière, Stick around. plutôt qu'un chevalier blanc qui sauve la veuve et l'orphelin. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive in extremis à échapper au Predator, qui glisse jusque dans un point d'eau, un symbole assez classique de purification, puis en sort avec difficulté en se couvrant de boue, elle-même symbole classique de salissure, y compris morale. C'est aussi juste à ce moment-là qu'il peut enfin voir le Predator complètement, et que, en miroir, le Predator, lui, ne peut plus le voir. Ou en d'autres termes, c'est quand il accepte finalement de se voir comme le connard d'assassin qu'il a toujours été, qu'il peut finalement commencer à changer. Et même si c'est en affrontant son lui-même obscur qu'il peut espérer s'en débarrasser, accepter d'être sale, c'est pas suffisant. Et on peut difficilement combattre la virilité toxique par elle-même. Elle est d'ailleurs tellement toxique et impossible à battre avec ses propres armes que c'est le Predator lui-même qui met fin à ses jours et manque d'emporter avec lui le héros, qui finit rapatrié en hélicoptère et traumatisé par sa propre réalisation. La différence avec Matrix, c'est que la métaphore d'une réalité du monde qui apparaît claire au regard va plus loin qu'une simple réalisation sur soi en mode développement personnel ou voyage du héros. Selon Paul Matrix, c'est pas juste d'un regard sur soi, ou sur une situation précise mais limitée. C'est aussi des structures mentales et sociales qui conditionnent la manière dont on perçoit le monde autour de nous. C'est exactement pour ça que l'imagerie du film a résonné énormément avec des mouvements politiques qui proposent une lecture différente des interactions sociales à l'intérieur de notre société. Par exemple, il a été utilisé pour illustrer une certaine pensée féministe, qui part du fait que toute notre vision des individus et de leurs interactions est formée, orientée et structurée par des représentations sexistes, et qu'une fois qu'on emprunte ce point de vue pour regarder la société, on peut percevoir le sexisme dans tous les aspects de cette société. Si ça structure, si c'est à la base, alors ça infuse partout. Ça nous programme d'une certaine manière. Et on n'a pas besoin d'y adhérer complètement pour en comprendre la logique. C'est ça que nous montre aussi Matrix. Que la manière dont on perçoit le monde dépend directement du code de base dont on considère qu'il génère la réalité sociale à laquelle on appartient. Et ça vaut aussi bien si on considère que ce code de base est une construction sociale, ou bien qu'il est une conséquence biologique. C'est aussi pour ça qu'on peut projeter dans Matrix des structures de la société extrêmement différentes, indépendamment de leur cohérence interne d'ailleurs, ou de leur rapport avec les faits. Et c'est pour ça que la fameuse pilule rouge, la Red Pill, a servi de symbole principal à une sphère extrêmement active sur les réseaux sociaux, qui part du principe que le féminisme et la liberté sentimentale et sexuelle sont des constructions sociales qui nous masqueraient le fait biologique et indiscutable que les femmes ne seraient attirées que par un seul type d'homme, à la mâchoire carrée et au comportement de mâle alpha dominateur. Que les comportements de séduction et les attirances sexuelles sont dictés par une biologie des reins qui ne laisserait aucune place aux évolutions sociales quelles qu'elles soient. Donc, pour ces gens-là, l'abandon du mariage hétérosexuel obligatoire serait à l'origine de la frustration affective et sexuelle de tous les hommes qui ne sont pas des tchads, ces dominants qui seraient obsédés par le fait de répandre leurs semences dans le plus de femmes possible, femmes qui ne cherchent à leur tour qu'à se faire féconder par le meilleur matériel génétique, tout en cherchant à soumettre un homme bêta qu'elles ne désirent pas, mais qui assurera leur soutien financier. Bon, si vous voulez en savoir un peu plus sur le délire de la manosphère et de la Red Pill, je vous recommande vivement, enfin du moins pour les anglophones parmi vous, la vidéo de Mooncat sur le sujet, intitulée sobrement « I debunked the entire manosphere »,
dont vous pourrez trouver le lien dans la description. For a public intellectual, this man is incredibly easy to debunk. I'm a fucking bimbo with an internet connection. Alors, oui, c'est un tantinet ironique de prendre comme symbole un film qui encourage à prendre du recul avec les structures sociales, comme par exemple, le mariage, pour derrière défendre ces structures sociales de manière conservatrice, en posant des évolutions récentes et encore assez précaires, comme l'émancipation des femmes, comme étant une espèce de système totalitaire qui nous aveugle sur la réalité du monde. Sans compter que les agents sont tous des hommes blancs en costard luttant contre une bande d'individus multicolores aux genres disparates et aux mœurs passablement dissolues. Et que les gens de la sphère Red Pill sont plus proches des agents de la matrice et du système en place, puisqu'ils cherchent à lutter contre des mouvements progressistes et à maintenir un ordre finalement conservateur. Mais, à part si on veut transformer son œuvre en tract militant complètement fermé et lui enlever tout intérêt artistique, difficile d'empêcher qui que ce soit d'y voir ce qu'il ou elle veut y voir. Oui, on peut y voir plus ou moins ce qu'on veut, comme le soulignait le message YouTube cité en début de vidéo. Mais au fond, est-ce que le plus utile, c'est pas que ça nous encourage à comprendre que ce que chacun voit dans la réalité peut avoir un sens en fonction de son filtre, de son prisme d'analyse et de ses expériences, sans que ce soit nécessairement plus stupide ou idéologique qu'une autre interprétation, au hasard la vôtre. Tenez, on peut même faire pire, On peut trouver des interprétations de Néo comme symbole de la communauté des chrétiens qui se défend contre une communauté musulmane prosélyte et agressive qui se multiplie tel l'agent Smith de manière inquiétante à travers le monde. Et même si à peu près rien dans le reste de l'œuvre ne vient corroborer cette interprétation, elle donne déjà une indication, ne serait-ce que sur la personne qui nous la propose. Donc oui, l'énumération un peu cringe des employés en plein brainstorming dans Matrix 4. Obviously, the Matrix is about trans politics. Crypto-fascism. It's a metaphor Of capitalist exploitation. Ça a l'air de dire que Matrix, ça peut être tout et n'importe quoi. Et effectivement, c'est un peu tout ça. Mais bon, ce qui compte, c'est quels sont les éléments, les raisonnements, les références, les analyses qui vous permettent d'arriver à ces conclusions-là. Et est-ce que ces analyses vous apportent quelque chose ? Est-ce qu'elles vous font réfléchir, plutôt que d'essayer de décider une fois pour toutes que Matrix, c'est ça et pas autre chose ? Ou rien du tout. Attention, je ne suis pas en train de dire que le film n'a pas de limite lorsqu'on cherche à l'analyser sous un prisme politique de gauche. La narration choisie par les Wachowski incarne cette capacité à résister à un système social en une seule personne. Même si son nom c'est littéralement le fils de l'homme, et qui commence en étant tellement personne qu'il est un peu censé pouvoir représenter tout le monde. What's this happening to me? What I do? Nobody do anything. Et ça, mine de rien, ça laisse dans le film assez peu de place à une dynamique collective plus ou moins révolutionnaire. Alors, c'est pas nécessairement une énorme surprise pour un blockbuster américain, qui doit composer avec des tropes narratifs dont il est difficile de sortir, mais ça laisse les spectateurs avec cette idée que le monde réel nous cacherait quelque chose, qu'on est manipulé, et que même notre révolte peut finalement ne servir qu'à alimenter le système en place, qui s'en nourrit pour renforcer ses mécanismes de contrôle. Et si je pense que cette analyse peut refléter une partie de la réalité d'une manière un peu complexe, ça se marie aussi extrêmement bien avec des mentalités complotistes inévitablement. D'ailleurs, la planche de comics que je vous ai proposée plus tôt pour illustrer la manière dont Matrix peut être analysée dans une perspective féministe, a été dessinée par Tatsuya Ishida, un dessinateur qui a fini par sombrer dans un complotisme totalement antisémite, peut-être parce que vouloir incarner les mécanismes de contrôle sociaux dans une communauté cachée aux yeux de la population, c'est justement un des tropes narratifs difficiles à éviter dans un blockbuster et qui prêtera toujours le flanc à des interprétations de ce genre. Mais je suis pas sûr qu'on puisse mieux lutter contre ça en laissant tomber les œuvres de culture populaire comme Matrix, plutôt qu'en les investissant des interprétations qu'on trouve les plus prolifiques. N'importe quelle œuvre, artistique, philosophique, politique, il faut toujours se l'approprier, d'une manière ou d'une autre. Personnellement, c'est plutôt ça pour commencer que je vous proposerai de retenir de Matrix. Le monde ne s'offre pas à vous tel qu'il est. Tout le monde l'interprète à travers des structures d'un type ou d'un autre. Et avant de déclarer que tel ou tel groupe de gens est complètement illuminé ou raconte un monceau de conneries, ça vaut peut-être la peine d'essayer de comprendre leur filtre d'analyse. Ne serait-ce que pour s'y opposer, mais au moins correctement. Moi, ce que je vous propose, si tout ça vous intéresse un peu, c'est d'analyser certains de ces prismes-là, des prismes politiques, des prismes sociaux,
de trouver les messages que vous ou d'autres laissez sur la toile et de les pousser jusqu'au bout. D'aller voir ce que ça dit, ce que ça cache peut-être, comment ça s'articule. Alors, au pire, abonnez-vous. Les vidéos seront pas super fréquentes, je vous préviens. Mais bon, on fera le max et peut-être qu'ensemble, on apprendra 2 ou 3 trucs.